Donc bon, je me présente, je suis Guy Vatel de l'ACRO. L'ACRO, c'est l'association du contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Le laboratoire était Hérouville-Saint-Clair. Voilà. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, il reste bien le prototrait. Ok. Bon, je vais vous présenter le cycle du combustible dans l'industrie nucléaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter comment le combustible est fabriqué. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est le temps qu'il faut de fabrication et du cycle du combustible. Et pour finir, le retraitement et le taux de recyclage du combustible nucléaire. Et pour terminer, les déchets et les stocks que ça génère, toute cette industrie nucléaire, et tous ces déchets. Et juste avant, je voulais faire un petit aparté pour vous parler des acteurs dans le nucléaire, pour que vous ayez une idée de... Parfois on parle de l'ASN, l'IRSN, l'ANDRA, tout ça. Donc, j'essaie de faire un petit tour de ça pour que ce soit un peu plus clair dans vos têtes pour la suite. Alors, voilà, SIC. Donc les acteurs. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire, vous avez entendu parler. Donc une autorité administrative qui contrôle, qui inspecte, qui donne des autorisations de démarrage des réacteurs ou pas. Par exemple, c'était le cas pour l'EPR à Flamanville où ils ont refusé de valider certaines soudures qu'il a fallu refaire. Par contre, ils ont validé que la cuve puisse être installée à l'EPR. Voilà, c'est leur rôle. L'IRSN, donc c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un expert technique. Donc, par exemple, dans le cas des soudures, va expertiser les soudures et donner son avis à l'ASN pour que l'ASN prenne une décision. Ensuite, le PMGMDR, c'est le Plan national de gestion de matières et déchets radioactifs. Donc, c'est un plan qui est régulièrement remis à jour pour savoir la quantité de déchets, comment ils sont gérés et tout ça. Voilà. EDF, donc c'est qui produit de l'électricité. Orano, qui gère le cycle du combustible et qui fait les retraitements. Hein. Je parle de Orano LAG, hein, parce qu'il y a plusieurs filières dans Orano. Et ensuite, l'ANDRA, c'est l'Agence nationale des déchets radioactifs. On a déjà entendu parler ce matin. Et le HCTISN, c'est le Haut Comité à la transparence et à l'information de la sécurité nucléaire. C'est une instance de débat sur les risques et la sécurité nucléaire, donc avec des associations environnementales, des syndicats, des parlementaires, la SN, l'IRSN, et elle a un regard sur le plan national de gestion des déchets. Voilà. Bon, maintenant... Il a oublié le CEA. CEA. Bon. Donc maintenant, je vais vous parler. Alors, le parc nucléaire français, donc voilà une carte, il y a 56 réacteurs. Et là, vous voyez sur la carte, ils ont différentes couleurs. Et ceux qui sont en bleu, ce sont les réacteurs, les 900 MW, c'est les plus anciens. Et il y en a une partie d'entre eux qui consomment du MOX. Alors le MOX, c'est un mélange d'uranium et de plutonium, un combustible. Je reviendrai là-dessus aussi un peu plus tard. Donc le combustible nucléaire. Alors, au départ, il est... donc au départ, on a l'uranium naturel qui est extrait des mines. Ensuite, il y a plusieurs conversions d'enrichissement, Malvésie, Tricastin, et à Tricastin, il est enrichi, là tout là-haut, il est enrichi, et ensuite il retourne à Romans-sur-Isère, et là il fabrique les crayons pour mettre dans les réacteurs nucléaires. Et on voit déjà qu'à Tricastin, comme il est enrichi, il y a une partie de l'uranium appauvri, donc des déchets, qui retournent à Tricastin. Voilà, c'est de l'uranium appauvri.
Donc, alors l'uranium, il est enrichi, il va dans les réacteurs. Une fois dans les réacteurs, il reste un certain temps pour produire de l'électricité, va dans les piscines, est déchargé et retourne à l'usine de La Hague. Voilà, et là, l'usine de La Hague, il y a un retraitement, c'est-à-dire qu'on retraite de l'uranium usé, on en extrait du plutonium, donc le plutonium va retourner, comme vous voyez, à Marcoule pour la fabrication du MOX. Il y a des déchets, alors l'uranium de retraitement repart à Tricastin, et on va voir les déchets et gaines de structure, et les produits de fission et les actinides mineurs. Donc voilà, ça c'est des déchets qui restent pour l'instant à La Hague. Ensuite, le plutonium qui est arrivé à Marcoule, on reprend un peu d'uranium appauvri de Tricastin, on mélange tout ça, on fait du MOX, et... Ah oui, oui, parce que j'ai... Ah oui, mais je sais pas si je... Non, moi je veux montrer. Ouais. Toi, tu vas rester assis parce que sinon on t'entend pas. Oui. C'est pas numéroté. C'est pas numéroté, mais tant qu'on s'y refait. Ah oui, d'accord. Bon, alors, on en est... On commence. Je recommence. Ouais. Donc au départ on extrait de l'uranium des mines. Est-ce que tu peux Là. regarder moi je fais comme ça. Ouais, l'uranium des mines. À gauche. Voilà, au-dessus. Ensuite, ça Malvésie, il y a une première conversion, deuxième conversion, avec des centrifugeuses. Tricastin s'est enrichi, et là, on envoie Romans-sur-Isère. Voilà. Là, on fabrique les crayons qui vont pouvoir aller dans les réacteurs. Mais déjà à Tricastin, on revient à Tricastin, une partie de l'uranium qui a été enrichi, il y a de l'appauvri, donc qui va descendre, appauvri, en bas, qui va à Tricastin, voilà, qui est entreposé. Bon, on revient à Romans-sur-Isère. Donc une fois les combustibles vont dans les réacteurs, tu descends, voilà. Dans les réacteurs, il reste un certain temps, et après, ils repartent vers l'usine de La Hague, au milieu, voilà. L'usine de La Hague. Donc là, il y a un retraitement. Donc, il va y avoir du plutonium qui va aller à Marcoule, de l'uranium de retraitement, là en dessous, qui va redescendre à Tricastin, et dans ce retraitement, il va y avoir les déchets des gaines de structure, la remonte, voilà, qui reste à La Hague. Voilà. Donc ce plutonium qui est parti à Marcoule, de Tricastin va revenir de l'uranium appauvri pour fabriquer du MOX. Voilà. Le MOX va dans les réacteurs un certain temps, et une fois qu'il est usé, il est entreposé à La Hague. On revient à la... Voilà. Et là, ça s'arrête. Voilà. Donc voilà pour le cycle. Maintenant, alors, c'est pas fini, Béatrice. Donc maintenant, c'est le même cycle. Donc là-haut, en amont, on voit l'enrichissement et tout ça. Donc ça a une durée pour environ 2 ans. Ensuite, il part dans les réacteurs. 4 ans, on va dire. Il va dans les piscines d'entreposage des réacteurs 2 à 3 ans. Ensuite, il est transporté, voilà. Transporté, descend, entreposage et avant retraitement, donc ça c'est les piscines à La Hague. Il reste 5 à 10 ans pour être refroidi suffisamment pour être retraité. Et là, alors, retraitement, conditionnement, descend le bâton. Voilà, et là on a des CSDC et des CSDV. Bon, je vais revenir là-dessus, je vous expliquerai ce que c'est. Et ensuite, tout ça, c'est des déchets vitrifiés qui sont pour l'instant stockés à La Hague et refroidis, parce qu'il faut qu'ils soient quand même bien refroidis avant d'aller normalement à Bure. Voilà. Donc si on reprend du haut, qu'on additionne 2 ans plus 4 ans, plus 3 ans, plus 5 à 10 ans, voilà, des refait 5 à 10 ans, plus 80 ans, on arrive à une petite centaine d'années. Donc ce qui veut dire qu'entre le moment où on extrait l'uranium des mines et on va le remettre à Bure, c'est de l'ordre de 100 ans.
Donc vous voyez, ça demande du temps quand même. Hein. Ça ne se fait pas. C'est ça aussi de l'industrie nucléaire, c'est qu'il y a une notion de temps qui est différente. Alors maintenant, le combustible nucléaire, le cycle. Là, ça va aller. Le cycle, donc. Alors, hop, ça a démarré trop vite. Ah, mais il veut. Attendez. Non. Voilà, globalement, il y a 1200 tonnes de combustible en moyenne de recyclés à l'usine Orano-Lag. Donc au départ, on a 7800 tonnes d'uranium naturel qui est extrait. On l'enrichit. Alors. Mais non, il est mort. On l'enrichit, c'est-à-dire. Non, on l'enrichit, c'est-à-dire que on le. Comment. L'uranium, il y a de l'uranium, il y a différents uraniums quand on l'extrait de la mine, donc on l'enrichit pour avoir de l'uranium, je ne sais plus lequel, 238, c'est celui-là, non? Enfin, bon, on l'enrichit pour qu'il puisse aller dans les réacteurs. Donc on a 1080 tonnes de combustible neuf. Non mais, attendez, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, voilà. C'est ça, 7800 tonnes, on enrichit et on retrouve 6720 tonnes d'uranium appauvri. Hein, voilà. Ensuite, les 1080 tonnes de combustible neuf vont aller dans les réacteurs. Hein, on va retrouver le même cycle dans les réacteurs. Ensuite, voilà, ça vient. Voilà. Ensuite, donc, il y a de l'uranium, du plutonium qui est extrait de cet uranium. On a 10,8 tonnes de plutonium. Ensuite, on va rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, 109 tonnes d'uranium appauvri pour fabriquer 120 tonnes de MOX. Donc, le MOX, c'est un mélange des deux, qui vont repartir dans les réacteurs, hein, comme je vous avez dit tout à l'heure. Donc, si on fait le calcul, on a 0,9% de combustible nucléaire recyclé, parce que 10,8 tonnes sur 1200 tonnes, ça fait 0,9%. Donc ça, c'est recyclé, effectivement, et on économise 10% d'uranium naturel, puisqu'on a repris 109 tonnes d'uranium usé. Voilà, le recyclage, ce que ça donne. Hein, c'est pas la version Orano, hein. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc maintenant, les matières et déchets radioactifs. Donc, quand il y a le retraitement, il y a les crayons qui sortent des réacteurs, qui sont dans la piscine de Lag, et on cisaille tout ça pour les mettre en petits morceaux. Donc ça émet déjà des rejets gazeux, du krypton et du tritium. Ensuite, il y a des rejets liquides. Donc, le tritium, là, comme je vous disais ce matin, l'usine de La Hague rejette l'équivalent de 100 réacteurs de réacteurs en tritium. Et l'iode 129, qui est un élément radioactif qui a une durée de vie de, si je me rappelle bien, qui est très longue, hein, plusieurs millions d'années. Et c'est un élément que uniquement l'usine Orano rejette. Les réacteurs nucléaires ne rejettent pas de l'iode 129. C'est une caractéristique. On en retrouve dans la mer du Nord, enfin voilà, c'est aller très loin. Oui. Donc c'est parti très loin. Et je sais que sûrement Arte s'intéresse à l'iode 129, parce que l'ACRO a été contacté. Il y aura sûrement une émission à l'automne là-dessus, sur l'iode 129. Ensuite, il y a une séparation chimique. Donc on trempe tout ça dans l'acide nitrique pour séparer le plutonium de l'uranium. Alors là, c'est là qu'il y a des déchets qui sont... Donc les morceaux de gaine insolubles qui donnaient les pastilles d'uranium sont compactés dans les conteneurs standards déchets compactés, les CSD.C. Voilà. Il y a 706 conteneurs par an. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, il y a les produits de fission. Produits de fission qui sont aussi vitrifiés
Donc c'est les conteneurs standards déchets vitrifiés, CSDV. Il y en a 815 par an. Voilà ce qui est produit. Et ça, c'est... voilà. Donc les matières dites valorisables. Alors, comment expliquer ça? C'est Orano, enfin le EDF. Les matières dites valorisables, c'est des matières qui sont stockées, qui peuvent un jour servir, donc l'uranium concentré qui est réenvoyé, qui pourrait un jour servir dans les surgénérateurs, c'est les réacteurs de 4e génération. Donc quand on sait que Cressmanville, qui était un surgénérateur, n'a pas fonctionné vraiment et il est en démantèlement actuellement, et puis c'est pas simple à démanteler, il y a eu des études sur Astrid, qui est un surgénérateur on va dire de laboratoire. Ils ont fait des études et là ils viennent de dire que c'est l'année dernière, je pense. Pour l'instant, Astrid, on va le mettre en veille. On reverra ça en 2050. Bon, à mon avis, c'est une façon de dire. La filière surgénérateur, c'est très mal parti. Donc, ce qui voudrait dire que les matières valorisables deviendraient des déchets, comme Julien en a parlé ce matin. Et là, il y a une lettre de la SN qui disait que si au bout de 20 ans, je crois, les matières dites valorisables n'avaient pas de filière, ils passeraient en déchets. Donc là, ça va compliquer les choses pour l'Andra, enfin ça va. Et apparemment, les surgénérateurs, c'est très 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 mal parti. Et le plutonium qui est conditionné dans des boîtes étanches et qui est envoyé à Marcoule pour la fabrication du MOC. Donc ça, c'est une matière qui est revalorisée, le plutonium qu'ils ont extrait. C'est le seul truc. Alors, les matières dites valorisables, donc ça, c'est les tonnages de 2018 du Haut Comité. Il y a un rapport du Haut Comité à la transparence de 2018, qui fait que vous allez sur Internet, vous pouvez la voir. Il fait une petite centaine de pages, donc vous pouvez lire ce qui vous intéresse, parce que, des fois, il faut un peu se gratter la tête, mais il est assez... Non, on arrive à... ça va. Donc, les matières dites valorisables, l'uranium appauvri, il y a 310 000 tonnes, l'uranium de retraitement, il y a 30 000 tonnes, le plutonium, alors il y en a 81,7 tonnes non irradiées, donc c'est ce qui est extrait, qu'il y a à La Hague et à Marcoule pour faire le plutonium, parce qu'ils ne peuvent pas en faire des tonnes et des tonnes, parce que la France a signé un traité de non-prolifération du plutonium. Donc il y a oui, ils ne peuvent pas en faire de trop. Les 287 tonnes, c'est le plutonium qui est contenu dans le MOX. Donc les combustibles usés, on a 11 360 tonnes. Le MOX, évidemment, une fois qu'il est revenu, il y en a 1830 tonnes. Et l'uranium de retraitement, il y en a 518 tonnes. Alors les déchets ultimes, voilà, ce sont les fameux conteneurs dont je vous parlais tout à l'heure, les déchets vitrifiés. Actuellement, il y en a 17 000. Plus ceux qui arrivent tous les ans, voilà. Et il y a 2 ans, à l'usine Orano, ils ont refait un bâtiment pour remettre ces déchets vitrifiés à refroidir. Ils sont obligés d'agrandir parce que pur, pour l'instant, on ne sait pas. Et de toute façon, il faut qu'il reste un certain temps à l'usine Orano pour être refroidi, pour théoriquement pouvoir aller à Bure, parce qu'ils sont encore trop chauds. Donc 17 000 et plus les 800, 8 et 7, 15, ça fait 1500 qui se rajoutent chaque année. Donc ça continue à augmenter. Voilà. Alors, je vais vous parler, alors Julien en a parlé aussi ce matin, du tableau des classifications des déchets. Donc on voit d'un côté l'activité, très faible activité, moyenne activité, haute activité, et c'est un tableau à double entrée, et là-haut, c'est la durée des éléments. Donc vie très courte, vie courte, et à vie très longue. Ouais, je vais bien un coup de main. Ah oui. Si tu peux... Alors, on voit que les déchets à très faible activité, moyenne activité, quand ils sont à vie courte, et on les retrouve dans les premières cases.
on les remet dans les déchets conventionnels. Voilà. C'est très courte. Très court. Après, si on passe déchets à vie courte, voilà, et à très faible activité, c'est des déchets qui vont être stockés à Soulaine, dans l'eau. En dessous, alors descend en dessous, voilà, stockage c'est pareil au même endroit, c'est faible activité et moyenne activité à vie courte. Par contre, stockage à droite, stockage à faible profondeur. Là, il y a un problème parce que c'est des déchets à vie longue, à faible activité, et ceux-là, pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils restent à l'endroit où ils ont été utilisés. C'est des déchets, il y a des déchets bitumeux, il y a des déchets avec du chimique, il y a un peu de tout, donc on ne sait pas trop quoi en faire. Pour l'instant, l'ASN n'a pas encore donné l'autorisation des stocker à Soulaine, donc ça c'est un problème parce que c'est des déchets très, très différents. Et en dessous, voilà, les déchets stockage en couche géologique profonde, c'est les déchets vitrifiés. Ceux-là, ils doivent en théorie partir à Bure. Voilà. Donc il y a encore des problèmes pour stocker les déchets, parce que là on ne sait pas encore trop où les mettre. Alors voilà, en conclusion, Orano, ce qui dit le recyclage permet de récupérer 96% des matières valorisables dans un combustible usé. Non, il faut lire, il faut bien faire attention. Donc les matières valorisables qui pourraient être utilisées un jour, d'après Orano, dans les surgénérateurs, on arrivera à 96%. Mais là, nous, on parle pas de recyclage, mais on parle de recycler. Et quand on parle recycler, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il y a environ 1% qui est recyclé et 10% d'uranium naturel économisé. Donc vous voyez la différence entre ce que dit Orano et EDF et ce qui en réalité est fait. Et ça, c'est dans le rapport du Haut Comité à la transparence. Et je sais que les associations environnementales et tout se sont bagarrés au cadre de ce comité pour dire voilà les vrais chiffres, c'est 1% et 10%. Voilà. Voilà où on en est dans le cycle du combustible, qui est un château de cartes et c'est pas fini, on n'a pas fini d'en parler. Bon ben voilà, si vous avez des questions. Alors, ce qu'on va faire pour les questions, c'est vous pouvez poser des questions, si vous pouvez faire des questions courtes de moins d'une minute, et ensuite on les répétera ici et on répondra. Voilà. Est-ce que j'ai des questions? Je ne vais pas trop questionner. Ah bah oui, mais le sujet d'après... Au niveau des coûts, de comment... Moi j'ai une question déjà. Oui, vas-y. Au niveau des coûts, c'est ce passage où il y a 99% donc des matières valorisables qui vont devoir être gérées à très long terme. Est-ce qu'ils ont été pris en compte en termes des coûts du nucléaire? Oh là là. Il n'y a que la Cour des comptes qui a fait le travail. Ouais. Est-ce que la Cour des comptes a fait du travail? Oui, la Cour des comptes a fait un travail là-dessus, mais alors j'ai aucun chiffre. Alors là, je ne peux pas vous le donner. Oui. Non, mais c'est. Ah oui, je sais pas. C'est qu'il y avait. Tout à l'heure, tu as dit Orano, EDF, c'est du mal. Ah oui, Orano. Alors, EDF c'est lui qui s'occupe des réacteurs. Donc EDF fabrique de l'électricité et gère les réacteurs nucléaires en France. Orano s'occupe des combustibles, donc ce qu'on met dans le réacteur, et s'occupe du retraitement de ces combustibles. C'est un fournisseur et un... Ben, il fournit, oui. Il reprend les déchets. Oui, il reprend les combustibles usés. Tricastin, c'est Orano. Alors, Si, c'est Orano. c'est Orano, Tricastin, oui. La centrale nucléaire, c'est EDF, mais l'usine, c'est Orano. C'est Orano, oui, oui. Donc c'est Orano et Framatome, parce que vous avez entendu parler de l'EPR chinois qui est arrêté à cause de combustibles défectueux. Hein.
Et les combustibles défectueux viennent de chez Framatome, comme les combustibles d'EPR qui sont arrivés. Et Framatome, ça serait pour l'international et Orano pour le national, Non, non? non, 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 non. Framatome fabrique des combustibles et il en vend où il y a des réacteurs nucléaires. Donc il doit y avoir un marché avec la Chine, donc ils vendent. Je pense que les Russes aussi font des combustibles. Il y a les Russes et la France, mais il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui font des combustibles hein, pour les réacteurs. Hein. Suédois aussi. Suédois, hein? Areva, c'est ancien Orano. Après, ils se sont redivisés. Enfin bon, là, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. C'est quelle forme d'entreprise? Eh ben, Orano c'est comme EDF. Quand Orano est énormément endetté, l'EDF aussi. Et il faut savoir qu'on en paye une partie hein, des dettes. Hein. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ça, c'est en partie. L'État a en partie des billes sur Orano et EDF. Donc, à chaque fois qu'ils ont des dettes, eh ben, nous, on paye. Je sais pas si tu veux. Alors, en tant que... C'est pas trop le sujet de cet après-midi, mais non, mais c'est pour expliquer. C'est une complexité, on va dire, presque voulue. Bah oui, pour rien Je comprendre. dis presque voulue. Pourquoi? Donc Orano était dans le rouge, comme les grandes entreprises françaises, hein, c'est pas la seule. Si bien qu'il y avait comment on pouvait renflouer Orano. C'était ça la vraie question. Donc, ils ont inventé un système, ce qu'on est en train de préparer avec Hercule à EDF, la même chose. Les parties rentables, on les réorganise dans un secteur privé, entre guillemets. Genre Framatome. Fabriquer du combustible, entre guillemets, c'est rentable. Je dis entre guillemets parce qu'on n'est pas bien sûr. Par contre, la partie Orano, gestion des déchets, etc., c'est pas rentable cette affaire. D'accord? Donc, c'est l'État français, c'est-à-dire nos impôts, qui vont renflouer cette partie-là. Et puis il y a une troisième partie, je ne sais plus trop quoi, Orano, NC, je ne sais trop quoi, qui travaille à l'international, qui continue plus ou moins à vendre des choses, et je vous en parlerai tout à l'heure. Entre nous, soit dit, c'est une façon très personnelle de découper et de répondre à votre question. Mais comment l'État français, nos impôts, pouvait renflouer Orano, donc, entre guillemets, une partie publique, une partie privée rentable, hop, Framatome, mais en fait, c'est les mêmes. D'accord? Simplement, c'est des pompes à fric, c'est des vases communicants, c'est tout un tas de trucs comme ça. C'est franchement pas clair. Hein, la transparence sur le nucléaire, on en parle beaucoup, et même le HCT et SIAN, il n'arrive pas à bien savoir comment ça fonctionne. Pour le coup, pour répondre, il n'y a que la Cour des comptes qui a fait un travail plutôt pas mal, donc vous pouvez aller sur site, sur l'évaluation des choses, et ce qui est intéressant, c'est les conclusions de la Cour des comptes. Parce que les conclusions, c'est de dire on aimerait un peu plus de transparence sur l'expression. La Cour des comptes, elle regarde où vont nos impôts, hein, c'est pas compliqué. Eux, ils aimeraient de la transparence. Or, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y a pas de transparence? Parce qu'il y a une partie qui est internationale et que là, ils n'arrivent pas à avoir. Et je vous en reparlerai tout à l'heure quand on sera aux États-Unis. Comment Orano aux États-Unis, c'est une catastrophe. Ce qui nous manque, en fait, c'est la structure juridique de ces entreprises-là pour pouvoir... C'est pour ça que je dis, moi, de mon point de vue, c'est un peu voulu cette affaire-là. Plus ça sera opaque, ben, moins on saura finalement où on passe notre argent. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Nicolas. Oui, donc je m'occupe un petit peu du site internet de nucléaire en question. Et j'ai remarqué que les pro-nucléaires sont assez actifs sur les réseaux. Ils n'aiment pas beaucoup nous voir parce qu'ils ne veulent pas nous voir en direct. Ils nous posent beaucoup de questions et je vais me faire pas l'avocat du diable, mais je vais simplement retransmettre leurs questions telles qu'elles sont posées en disant que le CO2, effectivement, c'est très dangereux pour la planète parce que ça augmente, ça accélère le réchauffement climatique et il est impalpable, on ne peut pas le voir ni le stocker. Alors que l'avantage des déchets nucléaires, c'est qu'on les voit matériellement, on sait les stocker et on sait les traiter. Alors, je vous transmets l'information telle quelle. Pour qu'il y ait un contre-argument. Oui. Bah,
Les déchets nucléaires, on sait les traiter, c'est vite dit, hein, même très vite dit, parce qu'au début de la construction des réacteurs en France, on nous a dit non, non, ne vous inquiétez pas, on va trouver pour les déchets. Et là, on voit, il y a des déchets, on va peut-être les mettre à Soulaine, mais ils ne savent pas parce que c'est tellement diversifié. Les déchets vitrifiés, et puis la durée des déchets, c'est des millions d'années, quoi. Donc voilà. Ça, ils ne le disent pas, c'est-à-dire qu'il faut donner toutes les infos. Hein. Voilà. Je m'étais permis tout à l'heure d'intervenir sur les acteurs. Vous avez oublié le CEA. Vous parlez du CEA, c'est important, notamment avec l'acteur qui, au niveau des rejets de tritium, bat tous les records, vous savez. Oui, ben le CEA, c'est le comité à l'énergie atomique. Voilà. Au début, à La Hague, c'était l'usine du CEA pour extraire du plutonium, mais c'était du plutonium pour le militaire surtout. Et bon, petit à petit, ça a changé, quoi. Et donc, c'est vrai que toute cette partie-là aussi produit des déchets. Hein. Moi, j'ai parlé des déchets dus aux réacteurs nucléaires, au combustible usé, mais bon, il y en a d'autres aussi. Hein. Et puis, on va en parler tout à l'heure. Oui, voilà. Ça fera l'objet d'une autre conférence juste après. Moi, j'ai une question sur le MOX. Le MOX. Oui. En fait, concrètement, ça sert chez Clermont-Ferrand, ça sert pas dans toutes les centrales nucléaires. Ouais. Où est-ce que ça sert Ouais. Alors, il faut que tu répètes les questions. Oui, le MOX, est-ce que ça sert dans toutes les centrales nucléaires et à quoi ça sert? Voilà. Donc le MOX, donc c'est un mélange de plutonium et d'uranium. C'est dans les réacteurs les 900 MW, les plus vieux actuellement. EDF voudrait moxer les autres réacteurs les plus puissants. Donc il faut savoir, c'est ce que dit l'ASN, pour moxer un réacteur, entre le moment de la demande et le moment où ça fonctionne, c'est 10 ans. Voilà, donc ça s'anticipe. Il y a plein de... Je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi, mais bon, c'est ce que dit l'ASN. Donc là, actuellement, ce qui va se passer, c'est que les 900 MW, c'est les plus vieux réacteurs. C'est les premiers qui ont été construits. Donc, ils ont une quarantaine d'années. Il va falloir qu'ils aient l'autorisation de l'ASN pour de 40 à 50 ans. Donc, est-ce que tous vont avoir l'autorisation? Ça, c'est pas sûr. Donc, ce qui voudrait dire que s'ils n'ont pas tous l'autorisation, s'ils n'ont pas prévu d'autres réacteurs pour mettre du MOX, il va falloir extraire moins de plutonium. Donc si on extrait moins de plutonium, ça veut dire que les combustibles usés, il va en rester plus dans la piscine de La Hague, qui va saturer plus vite que prévu, parce qu'ils doivent en refaire une deuxième à La Hague. Ça devait être en 2030, EDF a traîné les pieds, peut-être en 2034. Donc si l'ASN ne donne pas l'autorisation de prolonger ces réacteurs, ça veut dire que les piscines de La Hague se remplissent plus vite que prévu, c'est-à-dire que les combustibles usés, on ne saura pouvoir où les mettre, et à ce moment-là, il faudra arrêter le parc de réacteurs en France. Voilà. Donc ce qui veut dire que quelque part, ça met un peu le couteau sous la gorge à l'ASN de dire si vous ne prolongez pas nos réacteurs, le parc nucléaire français va s'arrêter. Donc il refile un peu le bébé à l'ASN qui va se trouver enquiquiné avec ça. Voilà. Et EDF, c'est la stratégie d'EDF comme à l'EPR, c'est de mettre devant le fait accompli et elle est obligée toujours de pédaler pour avancer, sinon tout se casse la figure. C'est un château de cartes qui est très fragile et voilà dans peu de temps ce qui va arriver, enfin ce qui se pressent. Juste une question justement par rapport à ça. J'avais entendu qu'il y avait 4 à 6 réacteurs actuels vieillissants qu'ils voulaient passer au MOX. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des conversions de... Alors, moi ce que j'ai entendu, c'est qu'ils avaient envie de passer les réacteurs, les 1300 MW, certains au MOX. Et moi, je suis à la CLI de Flamanville. Et l'autre jour, quand ils ont parlé des combustibles qui sont arrivés à Flamanville, comme par hasard, il a parlé de MOX. Donc je dis, mais il n'est pas question de moxer le PR, tout ça. Oh non, enfin bon, il a répondu sans répondre. Enfin,
Donc voilà, comme en 2034 il va falloir changer de couvercle, ça va être une occasion aussi de éventuellement penser au MOX. Ça va peut-être arriver parce qu'il va bien falloir qu'ils trouvent des solutions. Voilà. Sur les anciennes centrales Eh ben, les centrales les plus vieilles, c'est les 900 MW. Après, il y a les 1300 qui sont un peu moins vieilles, donc ils peuvent mettre du MOX. Et l'EPR de Flamanville, ils ne l'ont pas dit clairement, mais s'ils démarrent un jour, j'espère que non, ils envisageraient de le MOXer. Il y en a une question à Palvel, voilà. À la CLI, voilà. Il y en a une question à Palvel, donc comme il faut du temps, hein, il faut 10 ans à peu près, donc il faut anticiper. Hein. Une autre question? Oui. On va avoir de plus en plus besoin d'électricité. Nos voitures, le nucléaire pour beaucoup la solution. Et donc la question c'est quels sont les goulots d'étranglement de la production du nucléaire? Est-ce que c'est le minerai ou est-ce que ce sont à l'autre bout les déchets? C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire des déchets, donc est-ce que c'est le problème des déchets qui freine la multiplication des centrales nucléaires dans le monde? De l'uranium, il y en a, alors je ne sais pas en quelle quantité. De toute façon, il n'y en a plus en France, comme ça a été dit ce matin. Donc le nucléaire, on n'est pas indépendant au niveau énergétique avec le nucléaire, parce que l'uranium, il faut aller le chercher ailleurs, déjà. Le nucléaire dans le monde représente 2 à 3% de production d'énergie électrique, donc ce qui n'est pas énorme. Et si les pays se mettaient à fabriquer des réacteurs, là, le problème des déchets serait, il est déjà insoluble en France, ça serait catastrophique. Enfin, c'est mon avis. Hein. Voilà. Donc c'est un peu d'étranglement, c'est-à-dire que si on ne sait pas quoi faire des déchets, ne construisons pas de centrales nucléaires. Bah oui, tout à fait. Mais bon, pour l'instant, les déchets, on les met, on les entasse, on va les mettre à pur, et puis on fait l'autruche, on ferme les yeux. Les autres, plus tard, démerdez-vous. Hein. Voilà. Les pro-nucléaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup, qu'est-ce qu'ils... on ne va pas vous poser une question, parce que vous n'êtes peut-être pas pro-nucléaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent répondre à cet encombrement de la planète avec les déchets nucléaires? On faudrait leur demander. Qu'ils savent gérer et que donc il n'y a pas d'inquiétude. Alors moi je ne vois pas personnellement comment est-ce qu'on peut dire qu'on sait gérer à plusieurs centaines de milliers d'années quand on ne sait même pas si on sera sur Terre dans plusieurs centaines de milliers d'années. Donc d'un point de vue purement philosophique, je ne vois pas comment on peut garantir une bonne gestion à plusieurs centaines de milliers d'années. Oui, juste pour répondre à ça, donc cet après-midi, je vais refaire une autre conférence sur le centre de stockage de la Manche. Et vous allez voir comment sont stockés les déchets. Non, je n'en dis pas plus. Et ça laisse, ça va encore vous plomber, hein, je peux vous dire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une envie justement de réduire la quantité de déchets, parce qu'on joue avec les déchets hautement radioactifs, parce qu'on n'aurait pas, parce qu'ils veulent trouver des solutions. De toute façon, ils veulent continuer dans la filière, ils veulent la développer en France, donc ils vont trouver les solutions qu'il faut. Et entre autres, est-ce qu'ils vont, moi moi si on leur met pas s'il n'y a pas une position forte, ils vont continuer. C'est sûr qu'ils ont envie de continuer. Bon, à Bure, il y a quand même de l'opposition à Bure. Hein, mais il y a des solutions qu'ils essayent, par exemple, c'est de réduire les quantités en mettant des déchets faiblement radioactifs. Je sais pas, oui, mais en les mettant comme non dangereux, en les positionnant comme non dangereux, donc ils les évacuent dans l'industrie classique. Ils essayent de les
très faiblement radioactif, ils essayent, je sais qu'il y a eu des commissions où ils essayaient de rechanger les normes pour essayer d'en caser dans le cycle normal. Hein. Mais là, apparemment, ça ne se fait pas en France. Dans les autres pays, il n'y a pas de retraitement. Hein, une fois que les combustibles sont usés, ils les stockent, voilà. Donc finalement, est-ce que ça crée moins de déchets? Parce que le combustible usé, une fois qu'il est sorti, on n'en parle plus. Alors que là, de faire réextraire du plutonium et tout ça, on retrouve des déchets vitrifiés, des déchets qui ont une durée de vie très longue. Voilà, est-ce que ne pas retraiter diminuerait un peu les déchets? Il y en aurait toujours, ça c'est évident, mais voilà. Et puis est-ce qu'il faut autant de réacteurs nucléaires en France? Voilà, ça c'est un autre débat.